Bienvenue à tous et soyez les bienvenus une fois de plus, comme vous venez de le dire, sur les ondes de la Voix des Grands Lacs. Je vous salue tous, où que vous soyez à Kinshasa, à Kigali, à Paris, Bruxelles, à Bukavu, Goma et à Entebbe, parce que le sujet qui va nous occuper dans les minutes qui suivent concerne le sommet, le 12e sommet qui s'est tenu à Entebbe, la ville administrative et politique de Ouganda, en fait, qui est une réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC. C'est très important à souligner. Et la région ensuite. Mais c'est la RDC d'abord. Cette réunion, ce sommet s'est tenu donc dans la ville d'Entebbe en Ouganda, sous la présidence de Yoweri Museveni, le président ougandais. Une des conclusions ou des décisions qui ont été prises concerne la dénonciation du M23, du fait que le M23, le supplétif de l'armée rwandaise et du régime de Kigali en général, occupe une partie du territoire congolais. Il y a eu donc une condamnation. Et l'information qu'il faut retenir, c'est que même la délégation rwandaise, conduite par le général James Kabarebe, a rejoint les autres pour condamner le M23. Nous allons nous poser quelques questions. Qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela peut cacher? Parce qu'on sait par ailleurs que le Rwanda est le premier soutien du M23 et de l'AFC, son allié. Et donc, ils ont notamment condamné le M23 pour avoir mis en place un pouvoir parallèle dans les zones qu'ils occupent dans l'est de la RDC. Et cette condamnation figure bien dans les conclusions de ce sommet des chefs d'État. C'est très important. On n'avait jamais vu une homogénéité de condamnation du M23 dans cette région. En tout cas, il y avait toujours une partie. En tout cas, le Rwanda n'aurait jamais pu condamner avant, alors qu'en condamnant le M23, il se condamne lui-même, il le sait. Nous allons donc faire une analyse géopolitique parce qu'on voit que d'un côté, le Rwanda soutient bien sûr le M23 depuis sa naissance. C'est Kigali qui a créé le M23. Et de l'autre maintenant, Kigali fait semblant de dénoncer et de condamner le M23, de dénoncer et de condamner l'occupation d'une partie du territoire congolais par ces rebelles, ce mouvement que Kinshasa qualifie de terroriste, qui a été créé par Kagame et son régime. Qu'est-ce que cela peut vouloir signifier? Mais avant de commencer l'analyse, nous allons d'abord essayer de lire, même si je n'ai pas le texte du communiqué final, mais nous avons des articles qui résument bien, notamment un article de la BBC en anglais que nous avons traduit en français. C'est un article qui est sorti hier, le 29 mai 2025. Alors, il commence en disant « Le Rwanda fait partie des 12 pays qui ont condamné la mise en place d'un pouvoir parallèle par les rebelles du M23 dans les zones qu'ils occupent dans l'est de la République démocratique du Congo RDC. Cette condamnation figure dans les conclusions de la 12e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, tenue mercredi, c'est-à-dire le 28, en Ouganda, sous la présidence du président Yoweri Museveni. La réunion a rassemblé des représentants du Burundi. Le Burundi, en particulier son président, le général Neva, comme on l'appelle, Evariste Ndayishimiye, était
le président en exercice depuis 2 ans. Donc à Kampala, plutôt à Entebbe, il a cédé sa place à Yoweri Museveni qui sera le prochain chairman en exercice pendant 2 ans. À côté du Burundi, il y avait l'Angola, la République du Congo, Brazzaville, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda bien sûr, le pays hôte, le Soudan du Sud, la Zambie, l'Afrique du Sud et le Rwanda. Le Rwanda qui était représenté par son secrétaire d'État, ministre, au ministère des Affaires étrangères, chargé spécialement de la coopération régionale. Et bien naturellement, il y avait le pays qui était à l'ordre du jour, la RDC, représentée par sa ministre des Affaires étrangères, Madame la vice-première ministre, Thérèse Kaikwamba. Dans le troisième point des conclusions énumérées dans un communiqué en 30 résolutions, c'était des résolutions vraiment en cascade. Les participants à ce sommet ont condamné l'occupation du territoire et l'instauration d'une autorité parallèle par le groupe M23 AFC, avec un soutien extérieur. Ils n'ont pas désigné le Rwanda, mais ils ont dit avec un soutien extérieur. Tout le monde comprend qu'il s'agit effectivement du seul pays, le plus censé soutenir le M23, le pays qui ne l'a jamais nié, le pays que tout le monde a désigné comme premier soutien du M23, y compris aux Nations Unies, Conseil de sécurité, à l'Union européenne et dans d'autres instances africaines comme l'Union africaine, la SADC, l'EAC. Tout le monde sait et dit que le Rwanda soutient le M23 après l'avoir créé, soutenu, armé et équipé. Donc, dans les résolutions, il précise bien qu'il condamne l'occupation de territoires et l'instauration d'une autorité parallèle par le groupe M23 AFC, avec un soutien extérieur. Kabarebe James, le général, sanctionné par ailleurs par les États-Unis d'Amérique, par le Trésor américain et par, je pense, les Nations Unies, il n'a pas branché. Il n'a pas rejeté cette résolution. Ça veut dire qu'il l'a soutenue. Les participants ont également demandé une mise en œuvre rapide et complète par toutes les parties concernées de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée le 21 janvier de cette année. La résolution de 2773, rappelez-vous, c'est celle qui confirme et conforte la souveraineté, la non-violation de la souveraineté de la RDC sur le territoire occupé actuellement justement par l'armée rwandaise, les rebelles du M23 AFC. Ça a été affirmé par cette résolution et le Rwanda ne s'y est pas opposé. Alors que, rappelez-vous, au Conseil de sécurité, son ambassadeur en tout cas, avait complètement rejeté les décisions, y compris celle du 21 février, en disant que cette résolution ne concernait pas le Rwanda, qu'elle ne s'imposerait jamais au Rwanda. Cette résolution exige notamment que le M23 cesse immédiatement les hostilités, se retire des territoires conquis, que le Rwanda cesse son soutien au M23 et retire sans condition ses troupes du territoire congolais. C'est la résolution 2773, qui est fondée bien sûr sur la charte des Nations Unies, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque pays membre. À ce jour, en tout cas jusqu'hier soir, le M23 n'avait pas encore réagi, du moins pas publiquement. C'est la première fois, confirme ce communiqué, plutôt cet article de la BBC, que le Rwanda condamne officiellement le groupe M23. Jusqu'à présent, Kigali affirmait que le M23 se battait pour la reconnaissance de ses droits bafoués par le gouvernement congolais. C'était ça les explications de Kigali, qui revendiquait la défense
des membres du M23 qu'il considère comme des Tutsis du Congo persécutés et discriminés par le gouvernement de Kinshasa. Bien sûr, on sait tous qu'il s'agit d'un alibi qui ne tient pas. Alors, il y a un professeur, Jason Stearns, je pense, qui a suivi de près cette réunion. Il est politologue américain à l'université Simon Fraser au Canada et spécialiste des affaires congolaises. A déclaré à la BBC qu'il était encore trop tôt pour interpréter ce revirement apparent du Rwanda. Il a déclaré ceci. C'est son point de vue, nous avons notre point de vue, on verra si on se rejoint quelque part. Il a déclaré donc qu'il est difficile de savoir qui pensait, plutôt quoi penser de leur signature, la signature du Rwanda de ce communiqué. Dans leur discussion privée avec les bailleurs, les autorités rwandaises continuent de soutenir le M23. Ça, c'est le point de vue d'un analyste canadien, sans plus. Kinshasa, l'ONU et de nombreux pays occidentaux accusent le Rwanda de soutenir militairement le M23 dans le conflit qui déchire l'est de la RDC riche en ressources minières. Kigali rejette bien évidemment ces accusations. Le M23, principalement composé de Tutsis congolais, affirme avoir pris les armes pour défendre les droits de cette minorité et en réaction à l'échec des autorités congolaises à respecter les engagements pris dans les précédents accords de paix. On ne va pas revenir sur les raisons qui ont toujours été invoquées par Kigali et ses supplétifs pour justifier l'agression et l'occupation des territoires du Congo. Nous allons plutôt nous poser des questions concernant d'abord les différents scénarios qui peuvent expliquer le revirement du Rwanda, parce qu'il s'agit d'un revirement, effectivement. Nous insistons sur le fait d'abord que c'est Kabarebe, le général Kabarebe, ministre secrétaire d'État au Rwanda, et non pas le président Kagame lui-même qui n'est pas allé à Entebbe. C'est Kabarebe qui a signé le communiqué. Et je reviens sur le fait que Kabarebe, c'est un secrétaire d'État, ministre de la coopération régionale, mais en sursis, si je puis dire, de la justice internationale, puisqu'il a été condamné et sanctionné par la justice, plutôt par la communauté internationale pour les faits, pour avoir notamment accompagné l'occupation de la RDC par le M23 et l'AFC. C'est lui qui est en charge de ce dossier à Kigali. Avant de passer à l'analyse proprement dite, il y a même des gens qui pensent que le fait que ce soit Kabarebe qui était à la réunion représentant son chef d'État, Paul Kagame, que ce soit lui qui a été à Entebbe, que cela a facilité les choses. Parce que à aucun prix, Kabarebe ne voudrait se mettre les Occidentaux, les États-Unis notamment, à dos. Il préfère prendre un profil bas, faire semblant d'accepter la résolution de tout le monde, signer comme tout le monde, comme tous les autres pays, et puis voir passer la suite. C'est pourquoi, dans la chronique d'aujourd'hui, la Voix des Grands Lacs va essayer de démonter la mécanique de ce revirement, qui est un revirement en trompe-l'œil. À l'heure, effectivement, où les intérêts miniers, les pressions internationales et les ambitions personnelles de Kabila s'entrechoquent, parce que, entre-temps, pendant que la réunion d'Entebbe se tenait, tout le monde pensait aussi à la présence de Joseph Kabila à Goma. On verra dans le développement de notre analyse si la présence de Kabila a influencé un peu la prise de position de Kigali. Nous disons, d'emblée, nous disons que le fait que le Rwanda ait condamné le M23, c'est un revirement, mais pour nous, un revirement de façade. Certains pensent que c'est sérieux, que le Rwanda a effectivement dénoncé ou condamné le M23, mais nous disons que c'est une attitude, c'est un comportement, un revirement de façade. Même si nous avons tendance à dire, oui,
effectivement, il y a comme un coup de théâtre à Entebbe. C'est un coup de théâtre, mais qui est peut-être de façade là aussi. Est-ce que c'est vraiment une façade? Donc, en reprenant le résumé, nous allons dire qu'à Entebbe, lors d'une réunion de haut niveau sur la paix en RDC, 12 pays africains ont condamné fermement l'administration parallèle imposée par le M23 à l'est du Congo. Et la surprise, c'est que le Rwanda s'est associé à cette condamnation. Oui, vous avez bien entendu, le Rwanda, ce pays qui a créé le M23, qui a créé le RCD, qui a créé le CNDP, qui a créé toutes les rébellions qui ont ensanglanté la RDC depuis ces 30 ou ces 28 dernières années, le Rwanda qui, jusqu'à ce jour, défend les intérêts du M23 partout, à Luanda, à Doha, dans les réunions de l'East African Community et la SADC, les réunions conjointes, à l'Union africaine. Jusque-là, le Rwanda défend le M23 et justifie la légitimité de cette guerre imposée à la RDC. Mais oui, le 28, le Rwanda a signé en condamnant le M23. C'est le Rwanda qui soutient logistiquement, militairement, politiquement, ce même M23 depuis des années. Mais ce revirement pose une question. Pourquoi maintenant? Pourquoi le Rwanda ne l'a pas fait hier, le mois dernier? Pourquoi il n'a pas attendu pour le faire pendant l'été qui vient, en juin, juillet? Pourquoi le Rwanda le fait aujourd'hui? C'est une question qu'il faut absolument se poser. D'aucuns disent qu'il faille chercher la réponse du côté de Washington et du Kazakhstan pour finir. Parce que pendant la réunion d'Entebbe, le président Kagame, lui, se trouvait au Kazakhstan, où il négociait des contrats de livraison d'armes, des contrats dans les domaines divers, les contrats sur l'exportation de minerais rares du Rwanda vers le Kazakhstan. Donc, est-ce que le fait que Kagame était au Kazakhstan occupé à négocier tout cela n'a pas eu une influence? Il s'est dit, bon, ils peuvent dire maintenant, faire tout ce qu'ils veulent sur le M23, et j'ai trouvé autre chose à la place des clients habituels, j'ai ajouté le Kazakhstan. Le Kazakhstan, c'est une économie qui se développe dans plusieurs domaines, notamment dans les domaines technologiques, dans la production d'armements, etc. Et même dans le domaine agricole et produits vivriers, le Kazakhstan n'est pas mal positionné. D'autres disent, oui, c'est vrai, il faut chercher du côté de Washington, parce qu'à Washington, il y a les discussions sur le projet d'accord. Après la déclaration de principe, maintenant ils en sont au projet d'accord de paix entre le Rwanda et la RDC, bien sûr sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est la discussion trilatérale. Mais il y a aussi les discussions entre Washington et la RDC pour un accord bilatéral cette fois-ci. Toujours sur les métaux rares, sur les métaux stratégiques, et aussi en prévoyant un mécanisme de retour et de rétablissement de la paix en RDC avec l'aide des États-Unis d'Amérique. Est-ce que tout cela a pu influencer Kigali, qui a pu se dire, écoutez, si je suis seul à me démarquer, à ne pas signer, à ne pas condamner le M23, mes partenaires américains, occidentaux, Union européenne et autres vont me juger comme un récalcitrant. Quelqu'un qui ne veut pas entendre raison, alors que par ailleurs, c'est ce que Kagame promet partout où il va. Ouais, je vais retirer l'armée rwandaise. Ils ne disent même pas qu'ils vont retirer, ils disent le Rwanda n'a rien à voir dedans, mais nous allons
arrêter tout contact avec le M23, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et on sait que depuis 2022, le ton est monté entre le Rwanda et la communauté internationale. À Washington, à Bruxelles, à Paris. Tous accusent Kigali de soutenir le M23. Le Rwanda a toujours eu des soucis avec la communauté internationale, mais cette fois-ci, c'est surtout depuis 2022. D'ailleurs, les rapports de l'ONU multiples, les experts de l'ONU, les envoyés spéciaux de l'ONU, les envoyés en matière des droits de l'homme, confirment une implication directe des troupes rwandaises en territoire congolais. Ça, c'est connu. La pression s'est accélérée jusqu'à ces derniers temps. Est-ce qu'il y a des conséquences de toutes ces pressions? Est-ce que le fait que le Rwanda a accepté quand même de condamner le M23 serait la conséquence de toutes ces pressions? Pourquoi pas? Surtout qu'il y a toujours des menaces de sanctions, qu'il y a la possibilité que les accords en négociation en faveur du Rwanda soient gelés et que des financements internationaux soient suspendus si le Rwanda ne s'exécute pas. Kigali est donc dos au mur. Hein. Il lui faut une parade, hein. C'est pourquoi il essaie de jouer la carte de la condamnation officielle du M23. Je dis bien condamnation officielle dans un communiqué co-signé avec les autres membres du mécanisme de suivi. Et tout cela, d'après moi, connaissant Kagame, connaissant les intérêts qu'il continue d'avoir dans la partie occupée en RDC, tout ça, c'est des apparences. C'est mon point de vue. C'est une opération diplomatique de camouflage. De camouflage parce que Kagame reste en RDC avec son armée. Il va peut-être changer le mode de soutien au M23, mais pour l'instant, il est toujours en RDC. Mon analyse, donc, c'est que c'est une opération diplomatique de camouflage. De camouflage, tout simplement. Ce n'est pas sincère. Il y a quelque part, on sent, d'ailleurs, à écouter aussi les médias rwandais, après le sommet d'Entebbe, on sent qu'il y a une grande duplicité de la part de Kigali. Mais cette duplicité est calculée, ce n'est pas une duplicité bon enfant qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas maîtrisée. C'est une duplicité voulue, calculée. Parce que ce que le Rwanda dit officiellement n'est pas ce qu'il fait réellement, c'est une stratégie. C'est une stratégie bien connue de Kigali qui consiste à soutenir un groupe armé dans l'ombre, sans se faire voir ni se faire attraper, mais, sauf que cette fois-ci, les rapports des Nations Unies ont prouvé que le Rwanda se trouve bien au Congo, que l'armée rwandaise est bien omniprésente dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, après la prise de Goma et de Bukavu, maintenant vers le sud, vers Uvira. Et donc ce n'est plus... le Rwanda ne peut plus cacher son jeu, quoi. Ce n'est pas possible. Même si à Entebbe, le Rwanda a dénoncé en plein jour son propre groupe, le groupe qu'il a créé. Et dans quel but l'a-t-il fait? En fait, Kigali dénonce avec les autres le M23 pour maintenir son influence sur l'est du Congo, tout en se préservant une virginité diplomatique. Le Rwanda, là, ne s'engage pas. C'est un bon élève. Il a signé un communiqué. Mais en fait, il continue de marquer son influence sur la RDC, notamment au nord Kivu et au sud Kivu. En clair, le Rwanda condamne le M23 pour mieux en préserver l'utilité stratégique dans les coulisses. Vous verrez dans les jours à venir, dans les mois à venir,
si nous avons eu raison ou pas. D'autant que il semblerait que Kabarebe n'a pas eu le temps de consulter Kagame, Kagame qui était au Kazakhstan. Kabarebe aurait décidé seul pour paraître un gentleman. Moi, Kabarebe est sanctionné par les États-Unis et par l'Union européenne et les autres. Je ne suis pas ce qu'on pense. Je suis un modéré, j'ai accepté de signer et de condamner le M23. Comme ça, les apparences sont sauves. Il y a bien sûr l'enjeu des minerais rares. Ces minerais que le Rwanda exploite en RDC et qu'il veut maintenant commencer à vendre à des pays comme le Kazakhstan. À cet égard, le timing des conclusions de ce sommet d'Entebbe, le timing ne ment pas. Quelques jours avant la réunion d'Entebbe, le Rwanda signait un accord majeur avec le Kazakhstan autour des minerais stratégiques que le Rwanda a ou n'a pas. Parce que dans ces signatures d'accord, le Rwanda n'explique jamais à ses partenaires qu'il va leur vendre des minerais stratégiques pillés au Congo ou tout simplement extraits au Rwanda. Il ne le dit pas. Or, nous savons, et vous savez, chers auditeurs, nous l'avons expliqué à plusieurs reprises. La presse mondiale s'en est saisie, les rapports des Nations Unies le disent, les rapports de l'Union européenne le disent. Ces minerais viennent de la RDC. Le coltan, le tungstène, l'or, pour la plupart et majoritairement, ils viennent de RDC. D'où donc la nécessité de blanchir l'image du Rwanda en condamnant le M23. C'est une façon de blanchir l'image du Rwanda. C'est une manœuvre de légitimation minière. On veut légitimer la position stratégique du Rwanda en disant nous produisons des minerais stratégiques. J'ai encore en tête cet entretien que Paul Kagame a donné à une journaliste, c'était à Doha d'ailleurs, il y a quelques années, où il disait que le coltan mondial, c'était lui. Et la journaliste renchérissait en disant, ah oui, c'est vrai, en fait, vous êtes le gentil que les grandes puissances protègent, parce que précisément, vous gérez bien votre pays, et parce que vous êtes le plus gros producteur de coltan. Et Kagame a dit oui, 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 oui. Et ce n'est pas que le coltan, nous avons aussi d'autres ressources, d'autres minerais. Et c'est grâce à cela d'ailleurs que les smartphones et les ordinateurs sont fabriqués dans le monde. C'est grâce à nous, le Rwanda. Et nous n'avons aucune intention de faire chanter nos partenaires. Kagame complété. Quand un chef d'État raconte cela à un journaliste, devant un public d'ailleurs, puisque c'était un grand forum qui se passait à Doha, eh bien, c'est qu'il croit vraiment qu'il est propriétaire de tout ça. Du coltan, du tungstène, de l'or, du diamant, de l'uranium même. Le jour où il aura accès à l'uranium congolais, il va certainement le dire. Donc, c'est une manœuvre de légitimation dans le domaine minier, que le Rwanda est un pays producteur de mines, plutôt de minerais. Ça, c'est pour se légitimer auprès de ses partenaires traditionnels qui ont commencé à comprendre que tous ces minerais venaient très probablement en majorité de RDC. L'objectif, c'est donc de continuer à exporter des minerais sous étiquette rwandaise, sans attirer les sanctions. C'est une économie de guerre maquillée en diplomatie, ou vice-versa. C'est une diplomatie bien utilisée pour masquer les guerres qu'ils mènent contre la RDC. Un autre élément qui serait intéressant quand même de souligner, c'est que, comme certains analystes ont commencé à se poser la question d'ailleurs, est-ce que le M23 est sacrifié par le Rwanda, son protecteur, son créateur?
Le M23, considéré aujourd'hui comme un pantin du Rwanda, eh bien, on est arrivé à un stade où le Rwanda dit, nous condamnons ces gens, ils occupent un territoire qui ne leur appartient pas, ils installent une administration parallèle. Donc, ils violent l'administration congolaise, ils violent la souveraineté congolaise, le Rwanda, le protecteur, le créateur du M23, le dit publiquement devant d'autres chefs d'État de la région. Et devant tout ça, d'ailleurs, on s'étonne que le M23, s'il existe, hein, n'a pas vraiment réagi. Il a réagi par un silence assourdissant, comme on aime le dire. Ce groupe rebelle, jusque-là adoubé par Kigali, se retrouve lâché publiquement, mais peut-être pas militairement. Jusqu'ici, on n'a pas encore vu de signe que le Rwanda a retiré l'aide ou le soutien militaire à ces rebelles, à ces pantins du M23 AFC. Et que va-t-il se faire? Parce que si le M23 n'a encore rien dit, est-ce que ce mouvement rebelle supplétif de l'armée rwandaise n'a pas l'intention, quelque part, d'autonomiser son action? Non pas de se rebeller par rapport au Rwanda, mais de s'autonomiser, devenir autonome. Surtout avec l'arrivée de Joseph Kabila à Goma. Parce que ce qui manque le plus aussi au M23 et à l'AFC, c'est les finances. Malgré le fait que les supplétifs du M23 AFC exploitent les mines de RDC, mais ce n'est pas eux qui en bénéficient directement, parce qu'ils envoient tout à Kigali. Les officiers rwandais qui sont avec le M23 surveillent l'exploitation de Rubaya et des autres mines du Nord Kivu et du Sud Kivu, mais le produit de ces pillages doit passer par le Rwanda directement. C'est un ordre. Jusque-là, le M23, de manière autonome, ne profite pas de ces pillages. C'est vrai qu'il a un rôle aussi de massacrer les populations, d'exterminer les populations du Nord Kivu notamment. Mais ce n'est pas lui qui profite de cette aubaine, c'est le Rwanda. Est-ce que le M23, au lieu de s'autonomiser tout simplement en le cachant, ne va pas se radicaliser? Ils peuvent faire aussi des déclarations en disant, si le Rwanda nous abandonne, tiens, qu'on ne parle plus de paix, qu'on nous laisse avancer jusqu'à Kinshasa. D'ailleurs, la veille du sommet d'Entebbe, il y a un responsable du M23 qui avait fait une déclaration dans ce sens-là, qui disait, de toute façon, puisqu'on ne tient pas compte de nous, nous ne sommes pas partis au processus de paix, puisque nous sommes laissés de côté, ça ne nous regarde plus. Donc, l'abandon apparent de Kigali pourrait être une recomposition plutôt tactique, pas réelle. Est-ce que c'est un abandon d'ailleurs? C'est un semblant d'abandon, un semblant de raison. Le Rwanda donne l'impression d'avoir compris. Nous condamnons le M23, nous condamnons la mise en place d'administrations parallèles, nous condamnons l'occupation du territoire congolais. Mais nous savons que le M23 occupe ces territoires, fait la guerre pour défendre les intérêts de sa population, Tutsi essentiellement. C'est ce que le président du M23, M. Bissimoa, a répété à plusieurs reprises. C'est ce que Nanga Corneille a répété à plusieurs reprises. C'est ce que le porte-parole du M23, Laurence Kanyuka, a répété. Les Tutsis, les Tutsis, les Tutsis, les Tutsis. Alors que les Tutsis de l'autre côté disent, nous ne vous avons jamais demandé de nous protéger. Vous n'êtes pas là, cette guerre, ce n'est pas la nôtre, c'est la vôtre. Ne nous utilisez pas. Ne nous... parce que nous avons plusieurs déclarations des milieux Tutsis importants à Kinshasa, au Nord Kivu même. Et même au Rwanda, les Banyamulenge, ils disent non, 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 il n'est pas question de nous instrumentaliser, nous ne sommes pas d'accord avec votre politique d'occuper une partie de notre pays. Alors, je dis que c'est une recomposition
tactique. Les cartes, il se redistribue les cartes. Kagame dit, désormais, nous allons opérer comme ça. Le M23 fera ça, ce sera son nouveau rôle, et nous, on fera ceci. Nous allons déclarer publiquement que nous allons retirer les troupes qu'il y a, parce que c'était pour renforcer le mur de la défense contre les dangers d'agression extérieure, c'est ce que dit Kigali. Mais en fait, nos militaires et nos policiers vont rester dans le Nord Kivu, au titre du M23. Ils vont être intégrés. Il y aura un brassage interne entre l'armée rwandaise et ses supplétifs. Brassage, c'est un thème internationalement accepté, surtout en RDC. On sait ce que les opérations de brassage ont coûté à la souveraineté de la RDC. Est-ce que ce n'est pas effectivement une recomposition tactique où l'armée rwandaise va glisser, les soldats de l'armée rwandaise vont glisser pour se retrouver comme membres congolais, ils vont se transformer en Congolais, membres du M23. Et donc, c'est aussi une façon de faire pression sur le gouvernement congolais pour négocier et intégrer tous ces jeunes militaires en disant nous sommes forts militairement, nous voulons absolument être pris en compte. Il appartient donc à la République démocratique du Congo aussi de réagir en renforçant sa défense et en augmentant la pression militaire sur les agresseurs et sur les occupants du territoire congolais, sur ceux qui, en fait, ont violé la souveraineté et l'intégrité territoriale du Congo. Et alors, donc, là vient l'ombre de Joseph Kabila. Vous le savez, depuis quelques jours, il se trouve à Goma, qu'il n'a jamais quitté, comme disent certains. Il était à Goma, dit-on, depuis quelque temps. Mais en réalité, des sources au Rwanda nous informent que même si Joseph Kabila se montre passagèrement, hier, il était, je pense, à Mangabo il y a quelques jours. Ensuite, hier, il a rencontré les religieux du Nord Kivu, catholiques, protestants, musulmans et autres. Il s'est même fait prendre une photo de groupe avec tous ces personnages des différentes religions du Nord Kivu. Mais en réalité, selon des sources, je peux dire sûres, de Kigali, chaque soir, Joseph Kabila rentre au Rwanda. Est-ce qu'il rentre au Rwanda et reste à Gisenyi, ou alors est-ce qu'il poursuit? On nous a même donné les éléments concernant la maison qu'il habite à Kigali. Parce que Joseph Kabila a des propriétés au Rwanda, on le sait aussi. Donc Goma, c'est pour être vu dans la journée, sous la protection, bien sûr, de l'armée rwandaise. À Goma, on nous dit c'est le M23 qui le protège, mais en fait, c'est l'armée rwandaise qui est là pour protéger Joseph Kabila. Lorsqu'il vient dans des voitures blindées, il est sous la protection de l'armée rwandaise. C'est une nouvelle donne aussi. Qu'est-ce que ça va changer que le Rwanda ait condamné le M23 au moment où Joseph Kabila se trouve, l'ancien chef d'État congolais, au moment où il se trouve à Goma, dans une ville occupée, et où donc Joseph Kabila a choisi d'être un rebelle. L'ancien président du Congo est devenu un rebelle. Mais il veut toujours continuer à bénéficier de ses privilèges d'ancien chef d'État et de sénateur à vie. Président honoraire, sénateur à vie, dont on vient de lever les immunités, hein? Mais Joseph Kabila lui dit, mais pourquoi vous m'enlevez mes immunités alors que je suis avec les rebelles qui combattent le gouvernement congolais? Je veux que vous mainteniez mes immunités et mes privilèges. C'est Joseph Kabila, c'est comme ça qu'il dit. Et il dit, si vous ne le faites pas, je vais ouvrir un nouveau front. Je vais diriger le M23 pour prendre le pouvoir à Kinshasa. Voilà. C'est un ancien chef d'État qui dit ça. Mon Dieu, si cela se faisait sur un autre continent, ce serait très grave. Rappelez-vous d'ailleurs, il y a quelques années,
euh, en Espagne, j'allais dire à Barcelone, il y avait une sorte de rébellion des parlementaires qui voulaient se séparer de l'Espagne. Rappelez-vous le scandale qu'il y a eu dans un pays comme l'Espagne, démocratique, un pays européen, membre de l'Union européenne. Aujourd'hui encore, le monsieur qui a voulu faire une sorte de coup d'État régional pour séparer cette zone du reste de l'Espagne, je pense qu'il est toujours en exil, quelque part en Hollande ou en Belgique ou en France, de temps en temps il passe. Et allez comprendre comment l'ancien président de la RDC, M. Joseph Kabila Kabange, ancien officier ou ancien militaire tout simplement du Front patriotique rwandais d'ailleurs, avant de prendre le pouvoir avec son père à Kinshasa, avant d'être porté au pouvoir après l'assassinat de son père, dont certains disent que c'est Joseph Kabila qui est à la base de cet assassinat. Moi, je n'ose pas le dire parce qu'il n'y a pas de preuve. Pour moi, il n'y a pas eu encore de condamnation de Joseph Kabila, mais certaines personnes qui avaient été condamnées pour ce crime ont ensuite dit que c'est Joseph Kabila qui avait assassiné son père. D'ailleurs, si vous suivez les médias congolais, vous verrez que ces jours-ci, un courant de dénégation ou de personnes de la famille de Joseph Kabila passe sur les médias congolais, sur les télévisions à gauche à droite, pour dire qu'en fait, Joseph Kabila Kabange n'était pas le fils de Mzee Kabila. Ce n'est pas le débat de la voie des Grands Lacs, mais nous suivons cette actualité. C'est un courant qui vient, qui est très fort. Certains des enfants de Joseph, plutôt de Laurent Désiré Kabila, demandent carrément qu'on fasse un test d'ADN entre eux et Joseph Kabila Kabange. Naturellement, le président honoraire, sénateur à vie, en attendant un jugement, lui, il n'acceptera pas de faire un ADN. Ça m'étonnerait qu'il accepte de le faire. Un ancien soldat Kadogo, sous-officier ou officier, je ne sais pas, du Front patriotique rwandais, avant d'attaquer la RDC dans l'armée conduite par James Kabarebe, c'est cet homme-là qui aujourd'hui se trouve à Goma, qui a rejoint donc les troupes conduites par Kabarebe, en d'autres mots, pour combattre de nouveau Kinshasa. C'est ça la réalité. On ne va pas aujourd'hui discuter sur le rôle de Joseph Kabila à Goma, mais par rapport à la signature des conclusions du sommet d'Entebbe, la donnée Joseph Kabila a une certaine importance. L'ancien président soupçonné de trahison, accusé de collusion avec le M23, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas une simple collusion. Il est parmi les dirigeants du M23. Il est à Goma pour diriger le M23. Mais il réapparaît en pleine tourmente. Maintenant, au moment où il est mis en accusation à Kinshasa, c'est là qu'il est à Goma. À Goma, protégé par cette administration parallèle mise en place par le M23 et dénoncée par le sommet d'Entebbe et par le Rwanda. Est-ce que le Rwanda va accepter que Joseph Kabila continue d'aller et de venir sur son territoire, alors que le Rwanda condamne par ailleurs la création d'une administration parallèle dans les territoires occupés par le M23, à Goma notamment où se trouve Joseph Kabila? On verra. En tout cas, pour les observateurs, si le Rwanda accepte que Joseph Kabila traverse son territoire, qu'il dorme au Rwanda, mais que le lendemain, il aille travailler dans l'administration mise en place par le M23, dans cette administration ou à la tête de cette administration ou de tout le mouvement rebelle, ça veut dire que le Rwanda aurait trahi quand même aussi les chefs d'État et les
participants au sommet d'Entebbe avec lesquels il a signé ses conclusions et ce communiqué. Ça veut dire que le Rwanda serait allé à Entebbe pour une réunion de façade, mais qu'en réalité, rien n'a changé. C'est pourquoi je dis que la présence de Kabila à Goma pose problème par rapport au communiqué d'Entebbe. Donc certains voient entre Joseph Kabila et le M23 un pacte de survie. Joseph Kabila, dont les immunités ont été levées à Kinshasa, quand il a senti que ça devenait très pressant, il s'est dit « ma survie ». Le seul endroit où je peux survivre, où je ne serai pas traqué, c'est Goma. Parce que ceux qui sont à Goma, ou qui seront à Goma avec moi, ce sont des rebelles aussi. Donc il s'est mis en habit de rebelle pour être plus tranquille. C'est une assurance vie. En adhérant ou en continuant à diriger le M23, pour lui, c'est une assurance vie. Ou alors, comme certains le pensent, c'est une tentative de repositionnement politique. Mais se repositionner politiquement pour un ancien chef d'État en rejoignant la rébellion du M23, je trouve que ce n'est pas la solution idoine pour un ancien chef d'État. En tout cas, on peut dire que le triangle Kabila, M23, Kagame, j'allais même ajouter Museveni, parce que dans le discours qu'il a tenu devant les chefs d'État à l'ouverture du sommet d'Entebbe, Museveni a donné l'impression de soutenir aussi le M23 et de légitimer ce groupe de rebelles. Ce triangle donc, Kabila, M23, Kagame, reste très actif. Donc même sous couvert d'un des aveux diplomatiques de Kigali par rapport au M23, ce triangle est quand même très actif. Rien n'a changé jusque-là, on verra les jours à venir. Alors, un autre élément qu'on peut aborder, c'est la position du Rwanda, la dénonciation du M23 par le Rwanda par rapport à l'accord tripartite RDC, Rwanda, États-Unis d'Amérique, mais en particulier la négociation sur un accord entre le Rwanda et la RDC. Est-ce que ce projet d'accord bilatéral RDC-Rwanda, prévu à Washington, ne sera pas compromis? Si jamais le Rwanda ne condamne pas le M23, bien évidemment, il sera toujours accusé de soutenir le M23. Mais comme il a signé le communiqué d'Entebbe, il aura beau jeu de dire non, non, moi j'ai changé de position. Je ne soutiens plus le M23, donc on va signer cet accord. Il a trouvé plus qu'un alibi, il a trouvé cette fois-ci un argumentaire. Excusez-moi. Donc, au moins de ce côté-là, en signant cet accord, il peut se dire que le projet de signature d'un accord avec la RDC n'est pas compromis définitivement. Parce que, autrement, comment signer un accord de coopération avec un pays qui est accusé d'agression? La RDC aurait du mal à signer un accord avec le Rwanda tant que le Rwanda est accusé d'agression, tant que le Rwanda a des troupes sur le sol congolais, non invitées. Pourquoi le Congo irait signer avec des occupants de son territoire, avec un pays qui viole son territoire, qui viole sa souveraineté et son intégrité territoriale? Mais maintenant donc, le Rwanda a beau jeu de dire, la première étape, c'est que j'ai condamné le M23, dont je suis accusé de soutenir. C'est une bonne opération, je crois. C'est pas trop bête comme démarche de la part de Kigali. Nous sommes habitués à sa façon de faire, hein, mais cette fois-ci, il faut que le Rwanda aille jusqu'au bout, parce que le monde regarde Kigali.
Et Kinshasa, d'ailleurs, pourrait, à partir des conclusions du sommet d'Entebbe, durcir le ton. Moi, je pense que c'est le mieux à faire. Pas durcir le ton pour durcir le ton, mais durcir le ton par rapport aux accords de Washington. Et Washington pourrait d'ailleurs conditionner la signature à un retrait véritable des troupes rwandaises. C'est prévu de toute façon. Dans l'accord qui sera signé bientôt à Washington, on prévoit le retrait des troupes rwandaises. Mais cette fois-ci, étant donné que le Rwanda a accepté de condamner le M23, bah, il ne devrait pas y avoir d'argument pour rester. Donc Washington pourrait et devrait d'ailleurs conditionner de manière ferme la signature de cet accord, en incluant le Rwanda, au retrait contrôlé et effectif de l'armée rwandaise du territoire congolais. Je pense que ça peut être... ouais, c'est pas une mauvaise chose. Donc c'est, comme disent souvent les joueurs d'échecs, la dénonciation du M23 par Kigali n'est peut-être qu'une pièce sur l'échiquier pour maintenir ces négociations vivantes. Ils avancent toujours un échec. C'est ça, c'est comme ça que Kigali fonctionne, comme un genre d'échecs, pour maintenir les pressions, plutôt les négociations de Washington, de Doha et ailleurs. Kigali a besoin d'avancer pas à pas en mettant de son côté quelques arguments qu'il est le seul à contrôler. Mais il joue quand même un jeu dangereux. Et Kigali joue un jeu dangereux. C'est un double jeu qui consiste à faire la guerre dans l'ombre et la paix en façade, comme nous l'avons dit au début de cette émission. On peut même penser, le dire, sans erreur de se tromper, que la condamnation du M23, c'est une communication, c'est une opération de communication. Vraiment que de la communication, sans résultat visible dans l'immédiat. C'est une bonne communication. Kabalebe a bien joué. Il évite de se créer des problèmes avec les Américains qui l'ont sanctionné, avec l'Union européenne, avec la RDC d'ailleurs, avec Kagame probablement, parce que lorsqu'il est allé à Entebbe, Kagame était au Kazakhstan. Est-ce que d'ailleurs, cette signature peut constituer aussi une sorte de désaveu de la coopération et de la diplomatie de Kagame? Certains commencent à dire, mais ça ressemble à un coup d'état diplomatique de Kabarebe à l'égard de son chef Kagame qui était au Kazakhstan. Il semblerait que Kagame n'était pas complètement d'accord avec Kabarebe pour signer sans broncher. Signer, les yeux fermés. Et donc, ça reste quand même une bonne opération de communication. C'est un virage stratégique, comme dirait l'autre. Et dans cette région des Grands Lacs, les mensonges diplomatiques finissent toujours par exploser. De toute façon, tout le monde observe. On dira, oui, c'est un mensonge de plus de Kigali, du Rwanda. Est-ce que ça va exploser ou ça va jouer positivement en faveur de la diplomatie rwandaise? Personne ne peut le dire ouvertement, mais de façon sûre. Parce que la question n'est pas de savoir si le M23 est abandonné par le Rwanda, mais à quel moment il sera utilisé de nouveau. Parce que le Rwanda peut donner l'impression de condamner, d'abandonner le M23, mais pour Kigali, ça ne serait qu'un point de passage. Entre parenthèses, ils se disent, ok, on fait semblant d'abandonner le M23, mais on le met entre parenthèses, et on va l'utiliser une nouvelle fois à un moment qui sera le plus opportun. Donc, il faut que les naïfs s'abstiennent de conclure. Kagame n'a pas abandonné le M23.
Et même s'il fait semblant, et même s'il montre des signes d'abandon du M23, c'est pour mieux les exploiter demain, très probablement. Parce que ça implique pour le Rwanda d'abandonner les prises, notamment dans les zones minières. Ça implique que si le Rwanda retire ses troupes, c'est le M23 qui garde la main mise sur Rubaya, 20% du coltan mondial. Et ça, Kigali ne peut pas le supporter, sauf s'il y a un mécanisme qui continue de garantir que Kigali profite de ces 20% de coltan mondial. Autrement, c'est la faillite à Kigali. C'est la ruine du Rwanda. Est-ce que le M23 a les moyens d'ailleurs de garder la mainmise sur tout ce territoire? De tant qu'en face, les Congolais disent aussi, si vous ne partez pas, nous allons poursuivre le processus de négociation avec les États-Unis, mais nous allons vous mettre hors d'état de nuire. Nous allons vous chasser du territoire congolais de gré ou de force. Donc c'est un choix à faire. Kagame doit choisir entre un départ diplomatiquement négocié et un départ forcé. S'il est raisonnable, comme je pense que ses amis vont lui conseiller quand même de procéder, il devrait accepter de quitter la RDC par voie diplomatique, pacifiquement. Peut-être continuer à parler des FDLR, parce que de toute façon, c'est une arme absolue pour Kagame. Les FDLR, les FDLR, les FDLR, mais tout le monde maintenant a compris que c'est un grand mensonge. Mais on continue, même à Entebbe, on a parlé des FDLR. À Luanda, on a parlé des FDLR. Le Congo n'a jamais refusé de parler et de débattre des FDLR, de neutraliser les FDLR. Kigali, lui, parle de exterminer les FDLR. Kinshasa dit non, nous ne sommes pas là pour massacrer les gens. Nous voulons les neutraliser en tant que force négative, si elle est négative. Mais nous avons besoin du concours du Rwanda. Nous avons besoin que le Rwanda et la RDC et les pays de la région se mettent ensemble pour discuter du sort réservé au FDLR. Et de toute façon, nous devons le rappeler à chaque fois, les membres actuels des FDLR, ceux qui sont vraiment des membres des FDLR, qui sont les restes des anciens FDLR, que Kagame a qualifié de force qui n'a plus, de force rémanente, qui n'a plus de force, qui ne peut plus nuire aux intérêts du Rwanda, militairement en tout cas. Ce sont des réfugiés rwandais qui sont en RDC comme les plus de 300 000 autres. Tout ce qu'ils demandent, c'est de rentrer pacifiquement et en sécurité dans leur pays d'origine, le Rwanda. Le Rwanda, bien sûr, n'acceptera jamais cette solution. Ce qu'il veut, c'est de les neutraliser en les massacrant. Voilà, chers amis auditeurs, pendant que les grandes puissances comptent les contrats miniers à venir avec la RDC, Kagame n'est pas en reste. Il veut aussi en profiter. Mais il ne peut pas en profiter en occupant une partie du territoire congolais. Ça, c'est hors question. Je pense que Kinshasa n'acceptera jamais. Et je crois aussi que Kagame, malgré les négociations qu'il fait à gauche à droite, Kazakhstan, Inde, Singapour et ailleurs, je crois que Kagame n'a pas, aujourd'hui, n'a plus les moyens de soutenir cette guerre contre la RDC. Parce qu'en face, il y a aussi les FRDC et il y a les Wazalendo, qui sont en meilleure position et qui ont empêché l'armée rwandaise de passer dans le sud Kivu profond, ce qui est une bonne chose. Alors, chers amis de la Voix des Grands Lacs, je vous demande de vous abonner à notre chaîne pour nous encourager vraiment, pour marquer votre fidélité à notre chaîne. Comme vous le savez, nous avons affaire à un groupe médiatique de Kigali pour nous empêcher de fonctionner. Abonnez-vous donc
après avoir liké cette émission, abonnez-vous, ceux qui n'ont pas encore pris l'abonnement, et appuyez sur la cloche. Partagez cette vidéo pour briser l'hypocrisie. Parce qu'ils vont dire, oui, vous avez parlé de M23, de l'accord du Rwanda pour condamner, donc vous êtes négationniste du génocide des Tutsis. Ça n'a rien à voir avec. Nous sommes open, comme on dit, nous sommes prêts à discuter, mais on ne peut pas nous demander de ne pas parler de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs. Le vrai visage des relations Congo-Rwanda, c'est à la voix des Grands Lacs que vous la verrez. Que vous verrez ce visage. Nous représentons le vouloir pacifique pour que le Rwanda et le Congo vivent en paix, dans le respect mutuel. C'est tout ce que nous recherchons. Abonnez-vous donc, soutenez-nous, likez cette émission et ce sera tant mieux pour tout le monde. Et nous vous souhaitons une bonne soirée, un bon week-end qui commence